Bonjour à tous, Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Chaque matin, la ville de Jos se réveillait au parfum de l'air frais des montagnes et au son des cloches de l'église résonnant dans les rues poussiéreuses de Rayfield. Sophia Clinton grandit au milieu des hymnes, du silence et du sacrifice. Son père, le pasteur Jeremiah Clinton, était un humble leader pentecôtiste, plus connu pour ses chaussures à crampons que pour la puissance de ses sermons. Sa mère était morte en la mettant au monde, et dès son plus jeune âge, Sophia apprit à plier les nappes d'église, à nettoyer les bancs en bois et à sourire même dans les moments difficiles. Mais sous son regard serein se cachait un esprit qui refusait la routine. Elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Romans, journaux et même magazines économiques abandonnés sur les étals de rue. Au fond d'elle-même, elle ne rêvait pas d'une vie prestigieuse, mais d'une vie marquante où elle pourrait construire quelque chose de personnel, quelque chose d'important. Elle étudia la comptabilité à l'université de Jos, parcourant souvent de longues distances à pied pour économiser sur les frais de transport. Ses professeurs admiraient son talent, mais c'était son silence qui la rendait inoubliable. Les gens la sous-estimaient. Elle aimait ça. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans l'agitation et le bruit de la gosse, Daniel Vincent était à court d'excuses. Né dans une famille de 6 enfants, avec une mère fonctionnaire à la retraite et un père décédé, ancien vendeur de pièces détachées, Daniel n'était pas habitué au confort. Mais il était habitué à rêver. Il a grandi comme un adjugunal, se débattant dans le chaos du trafic de la gosse, l'ambition brûlant comme de l'acide dans sa poitrine. Il avait tout essayé, vendre des montres-bracelets sur le pont de Julegba, faire des courses pour une imprimerie à Akaja, et même participer à une émission de télé-réalité pour entrepreneurs. Il n'avait jamais gagné, mais il n'avait jamais abandonné. À chaque échec correspondait un nouveau pitch deck, un nouveau contact, un nouveau plan. Daniel était beau parleur et terriblement convaincant. Il croyait qu'avec suffisamment d'efforts et de charisme, il pourrait manipuler le monde et lui assurer le succès. Mais la vérité était plus dure. Son loyer était en retard, son téléphone avait à peine de la batterie, et la start-up dont il vantait les mérites en ligne n'était qu'un document Google et des cartes de visite empruntées. Pourtant, Daniel ne laissait jamais transparaître sa panique. Il portait son désespoir comme un parfum, dissimulé mais présent. Le destin, avec son ironie habituelle, s'apprêtait à croiser le chemin de ces deux vies, l'une née de la discipline et des pensées profondes, l'autre du chaos et du désespoir. Sophia avait postulé au service national de la jeunesse et venait d'obtenir son affectation, INUGU. Daniel aussi. Ils ignoraient que leur avenir ne dépendrait pas de ce qu'ils entreprendraient cette année, mais de ce qu'ils choisiraient de laisser derrière eux. Tandis que Sophia rangeait la Bible usée de son père et ses livres de contes, Daniel emprunta à son voisin un sac de voyage, rempli de 2 belles chemises et d'une batterie externe fêlée, et murmura une prière silencieuse à un Dieu auquel il n'avait pas parlé depuis des mois. Ils quittaient tous deux la poussière familière pour poursuivre un but incertain, et aucun des deux ne savait que cette simple affectation au NISC allait devenir le tournant de leur vie. Le camp d'orientation du NISC à INUGU résonnait au son des sifflets, des exercices et du bruit des pas agités dans les files d'attente. Sous la chaleur accablante du soleil du sud-est, les membres du corps, en pantalon kaki et t-shirt blanc trop grand, s'adonnaient à des routines qui ressemblaient davantage à une punition qu'à du patriotisme. C'est un matin de ces exercices, lors d'un exercice d'incendie chaotique, que Sophia Clinton et Daniel Vincent se sont croisés pour la première fois. Daniel avait perdu sa place dans la file après une brève dispute avec un officier de peloton. Alors qu'il se retournait pour se réfugier à l'ombre, il heurta une silhouette calme mais ferme, tenant un carnet. Sous l'impact, sa bouteille d'eau s'écroula et Sophia, sans un mot, se pencha pour la ramasser. Leurs regards se croisèrent, le sien empreint de frustration, le sien calme et posé. Il murmura un rapide merci, et elle hocha la tête, lui rendant la bouteille avant de s'éloigner. Cela aurait dû s'arrêter là, mais ce ne fut pas le cas. Plus tard dans la semaine, Daniel se retrouva avec Sophia lors d'une réunion d'information sur le développement communautaire. Elle était silencieuse, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, mais ses idées étaient claires et précises. Daniel, habitué à dominer les conversations avec brio, se sentit attiré par son intelligence discrète. Il essaya de plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais Sophia se contenta de sourire poli. Il remarqua qu'elle s'asseyait toujours au premier rang à chaque cours,
prenait des notes avec diligence et ne bavardait jamais avec les autres dames. Elle, quant à elle, commença à remarquer le charme de Daniel, non seulement dans sa façon de parler, mais aussi dans sa capacité à transformer la réunion d'équipe la plus désorganisée en un événement fonctionnel. Au cours des semaines suivantes, ils se retrouvèrent affectés au même projet CDS, la rénovation d'une école primaire locale. Daniel peignait les murs tandis que Sophia équilibrait les budgets et négociait les fournitures avec la directrice de l'école. Ces longues heures de travail donnaient lieu à de petites conversations qui devenaient un pont entre eux. Un après-midi, après une longue journée de travail, Daniel proposa de raccompagner Sophia à son foyer. Alors qu'il flânait sur les allées de gravier bordées de vieux arbres, il baissa enfin la garde. Il lui raconta ses difficultés à Lagos, ses projets commerciaux ratés, la faim, la gêne. Sophia l'écouta sans la juger. Elle lui raconta alors son enfance sans mère, les sacrifices de son père et son rêve de diriger un jour une entreprise, non pas pour la gloire, mais pour l'impact. C'est à ce moment-là que quelque chose changea entre eux. Non seulement l'attirance, mais une rare compréhension. Ils se reconnaissaient l'un dans l'autre, des rêveurs meurtris par la réalité, mais pas brisés. Ainsi, de leurs difficultés communes naquit un lien délicat. Ils commencèrent à déjeuner ensemble sous le manguier près de la chapelle. Daniel apporterait des cacahuètes grillées et Sophia partagerait son panier repas. Ce n'était ni dramatique ni bruyant, mais quelque chose de profond et de sincère se formait. Et aucun des deux ne voulait encore lui donner de nom. Après leur année de service au NISC, Sophia retourna brièvement à Jos, tandis que Daniel retournait à Lagos, où le rythme effréné de la ville l'appelait comme une sirène. Mais la distance n'endommagea pas leur relation. Les appels nocturnes se prolongeaient jusqu'à l'aube, et Sophia, qui travaillait désormais dans une banque de microfinance à Jos, se surprenait à attendre chaque conversation avec impatience. Daniel, lui, vivait dans un logement exigu à Surallier avec deux autres entrepreneurs en difficulté. Il avait de grandes idées, des esquisses d'applications de livraison technologique et des diapositives pour une marque de logistique, mais aucun financement pour les concrétiser. Découragé, il appela Sophia un soir. « Si seulement je pouvais enregistrer cette idée, peut-être la présenter à quelqu'un qui m'écoute, » dit-il. Sophia écouta en silence, le cœur lourd de savoir ce qu'elle allait faire. Elle vida ses économies, $180 000, et les envoya à Daniel sans hésiter. « Utilise-le pour enregistrer l'entreprise, lui envoya-t-elle par SMS, et fais-le à ton nom. Construis quelque chose. » Daniel était stupéfait. Personne ne lui avait jamais accordé une telle confiance, pas même sa meilleure amie Emeka. Il ne lui avait même pas demandé l'argent directement. Mais le message de Sophia était clair. Elle croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Grâce au fonds, Daniel a enregistré l'entreprise sous le nom de Vintech Express Logistique, une idée d'entreprise qu'il avait griffonnée dans un carnet des mois auparavant. Il a loué un petit bureau dans le pôle technologique de Yaba et a commencé à distribuer lui-même des prospectus. Ce n'était pas très glamour, mais c'était déjà ça. Sophia a aidé Jos à concevoir le logo, à créer un domaine de messagerie et même à rédiger les lettres de proposition qu'il envoyait aux entreprises de messagerie et aux PME. La start-up a démarré sur des bases prometteuses. Daniel a décroché un petit contrat de livraison avec une marque de cosmétiques à Lekki et l'a annoncé sur les réseaux sociaux comme s'il s'agissait d'un contrat à $1 million. Sophia l'applaudit discrètement de loin, sans jamais demander de reconnaissance publique. Mais Lagos était impitoyable. Les vélos qu'il louait n'étaient pas fiables, l'un d'eux fut volé et un client se plaignit d'une perte de stock. Au bout de 3 mois, l'entreprise de cosmétiques s'est retirée, laissant Daniel avec des dettes inexplicables. L'entreprise a fait faillite, s'effondrant plus vite qu'elle n'avait prospéré. Il n'a pas appelé Sophia pendant 2 semaines, honteux. Mais lorsqu'il finit par accepter, s'attendant à une déception, elle ne lui demanda qu'une chose. « Veux-tu toujours réessayer ?» Il accepta. La même semaine, Sophia créa une nouvelle société, DV Clinton Holdings Ltd, et nomma Daniel PDG, tout en se présentant discrètement comme l'unique actionnaire majoritaire. Elle ne dit à personne ce qu'elle avait fait, et il ne lui a jamais rien demandé. De retour à Jos, Sophia jonglait entre son travail à la banque de microfinance le jour et les activités silencieuses de son entreprise la nuit. Elle a transformé le vieux bureau de son père en un mini-espace de travail rempli de dossiers, de clés USB et d'un ordinateur portable d'occasion qu'elle avait mis de côté pour s'acheter. Depuis cette petite pièce,
elle a bâti le moteur du succès public de Daniel. Grâce à son réseau bancaire, Sophia a rédigé des courriels d'entreprise, créé des propositions et s'est appuyée sur d'anciens clients qui avaient confiance en son professionnalisme. Mais elle présentait toujours Daniel comme le visage, sa voix demeurant derrière chaque message, chaque signature, chaque stratégie. Lorsqu'une entreprise de messagerie d'Abuja avait besoin d'un sous-traitant pour ses livraisons en milieu rural, Sophia a contacté une amie rencontrée lors d'une conférence sur les femmes dans la finance. Ce contrat a permis à l'entreprise de Daniel de sécuriser sa première source de revenus stable. Il a fêté son succès en ligne avec une photo sur papier glacé légendée. Le travail acharné paie. De rien à quelque chose. Dieu l'a fait. Sophia souriait discrètement derrière son écran. Déterminée à protéger l'image de Daniel et à le protéger des requins du monde des affaires, Sophia a engagé un comptable indépendant pour gérer les comptes de l'entreprise et une avocate, Adiza Bako, pour garantir la conformité. Elle a payé les deux de son propre compte, sans jamais le mentionner. Même lorsqu'elle a dû retarder la rénovation de la toiture de l'église de son père, elle ne lui a jamais expliqué pourquoi. Pour l'anniversaire de Daniel, elle lui a offert des cartes de visite gravées à son nom et dorées à la feuille. Il s'en est vanté sur Instagram, se qualifiant de prochain roi de la logistique au Nigeria. Son entourage a commencé à le prendre au sérieux. En 6 mois, Daniel était devenu une marque, mentionné sur des forums de petites entreprises et invité à des panels de jeunes entrepreneurs. Ce qu'ils ignoraient, et même Daniel ignorait, c'est que c'était Sophia qui le recommandait à ses organisateurs, souvent sous un pseudonyme ou anonymement. Lorsqu'un investisseur lui a proposé d'explorer de futurs partenariats, Sophia a examiné elle-même le contrat, soulignant les clauses qui auraient coûté l'entreprise à Daniel s'il avait signé à l'aveugle. Pendant tout ce temps, Sophia ne demandait rien. Elle ne se souciait ni de la célébrité, ni des projecteurs, ni des récompenses. Son rêve était plus grand, voir l'homme qu'elle aimait devenir ce qu'il avait toujours désiré et savoir qu'elle avait joué un rôle dans cette évolution. Elle ne parla de ses sacrifices qu'en passant à Adora, son ancienne colocataire. Certaines graines n'ont pas besoin de lumière pour fleurir, avait-elle dit un jour. Je suis bien comme de la terre. Mais derrière les publications de Daniel sur les réseaux sociaux, ses chemises propres, son nouveau MacBook et sa notoriété grandissante, il y avait toujours Sophia, qui rédigeait, corrigeait, conseillait et guidait dans l'ombre. Même lorsque Daniel mettait plus de temps à répondre aux SMS ou mentionnait un nouveau consultant en relations publiques qu'il rencontrait à Lagos, Sophia ne disait rien. Elle continuait simplement à construire, petit à petit, sans se douter qu'un jour prochain, les fondations mêmes qu'elle avait posées serviraient à l'enterrer. C'était un chaud samedi après-midi de décembre lorsque Daniel décida de faire sa demande. Il était désormais invité à des événements entrepreneuriaux de taille moyenne et avait même décroché une apparition dans une émission de radio économique à Lagos. La croissance de DV Clinton Holdings Ltd avait fait de lui une figure montante parmi les jeunes influenceurs du monde des affaires. Il voulait plus, mais aussi la sécurité, et dans son esprit, Sophia était ce point d'ancrage. Elle était constante, intelligente, loyale. Il ne l'avait pas vue en personne depuis près de 2 mois, mais dès qu'elle lui a annoncé qu'elle se rendrait à Lagos pour une conférence sur la finance, Daniel a pris sa décision. Il réserva une place tranquille sur le toit d'un hôtel-boutique dans un GRA grillagé, tamisa les lumières, paya un violoniste et s'agenouilla devant elle avec une bague qui scintillait comme si elle avait coûté plus cher que ce qu'il avait réellement payé. « Sophia Clinton, dit-il avec un charme expert, tu m'as soutenu. Seras-tu la reine de mon empire ?» Sophia, légèrement surprise mais sincèrement touchée, dit oui d'une voix assurée. Les caméras ont cliqué, les invités ont applaudi, et Daniel a publié le moment en ligne avec la légende. Elle a dit oui au patron. Le hashtag a été construit, pas acheté. De retour à Jos, le pasteur Germien était ravi, quoique discrètement prudent. Assure-toi que c'est Dieu, et non seulement l'ambition, qui vous unit, conseilla-t-il à sa fille. Sophia lui assura qu'elle était prête. Elle commença les préparatifs du mariage avec sa précision habituelle, vérifiant les lieux, présélectionnant les tailleurs et confirmant la liste des invités. Mais au fil des semaines, elle a commencé à remarquer un changement. Daniel semblait de plus en plus distant lors des appels, lui déléguant toutes les discussions concernant le mariage. Il était souvent en réunion ou au téléphone avec des clients. Lorsqu'elle lui a suggéré un compte bancaire commun pour les dépenses du mariage, il a ri et a dit « Chérie,
C'est toi qui t'en occupes. C'est toi le comptable. » Son ton, autrefois chaleureux et reconnaissant, devenait sec, presque managérial. Lors d'une de leurs réunions de planification à Lagos, Sophia a remarqué qu'il parlait davantage de la façon dont le mariage les positionnerait comme un couple puissant plutôt que de leur amour ou de leur avenir. « Assurons-nous que le gâteau porte le logo de notre marque », a-t-il ajouté d'un ton décontracté. Même la décoration peut refléter les couleurs de David Clinton. C'est du marketing, ma belle. Et puis il y a eu son entourage. Daniel a commencé à déménager avec de nouveaux amis, de jeunes influenceurs, des stylistes tapas Alexandra Vleuil et une femme nommée Blessing Stark qui s'est présentée comme son ange des relations publiques. L'instinct de Sophia s'éveilla. Blessing était sûre d'elle, élégante et avait toujours les mains sur l'épaule de Daniel sur les photos. Quand Sophia aborda le sujet, Daniel le balaya du revers de la main. « Tu t'inquiètes trop. Elle s'occupe juste de ma marque. » Pendant leur séance photo de fiançailles, Sophia a demandé s'il pouvait inclure quelque chose de symbolique, peut-être un verset de la Bible ou un arrière-plan de Jocelyn Gatt. Daniel secoua la tête. « Nous avons besoin de luxe, pas de sentimentalisme. » Ce soir-là, alors que Sophia était assise seule à examiner les factures de ses fournisseurs, elle réalisa que quelque chose avait changé. Daniel la considérait toujours comme un pilier, mais désormais davantage comme un stabilisateur que comme une partenaire. Il ne lui demandait pas son avis, il attendait d'elle qu'elle le fasse. Et bien que la bague fût toujours à son doigt, Sophia sentit, pour la première fois, une fissure dans la promesse qu'elle représentait. Après le mariage, la notoriété de Daniel a explosé. Des vidéos de la cérémonie, avec des prises de vue par drone, des smokings de créateurs et des publications d'influenceurs sous le hashtag #BossUnion, ont fusé sur les réseaux sociaux nigérians pendant des jours. Les magazines économiques ont commencé à le présenter comme le nouveau visage de la logistique intelligente. Les invitations affluaient de panels technologiques, de sommets sur l'autonomisation des jeunes et d'ateliers sur le branding. Soudain, Daniel Vincent n'était plus seulement un homme d'affaires, il était une marque. Son compte Instagram était soigné, son compte Twitter regorgeait de citations inspirantes et son image était soigneusement entretenue par son équipe dédiée aux nouveaux médias. Et au cœur de ces curations d'images se trouvait une personne, Blessing Stark. Toujours à ses côtés, élégante et affirmée, elle était une ancienne organisatrice d'événements devenue stratège en images de marque. Interrogée sur son rôle, Daniel a simplement répondu « Elle peaufine ce que j'ai déjà construit ». Mais Sophia savait que ce n'était pas le cas. Elle voyait combien Blessing apparaissait souvent dans les réunions quotidiennes de Daniel, comment elle avait désormais accès à des choses que Sophia n'avait plus. À mesure que la renommée de Daniel grandissait, sa présence s'estompait comme un filigrane, toujours visible, mais oublié. Lors d'événements, Daniel la présentait souvent avec un sourire distant, presque répété. « Ma femme, Sophia », disait-il avant de passer rapidement à une poignée de main avec un investisseur ou une personnalité médiatique. Lorsqu'elle prenait la parole lors de réunions, suggérant des réformes opérationnelles ou de subtiles modifications d'image de marque, Daniel hochait distraitement la tête et disait « Laissons Blessing s'en occuper ». Cela la blessa, mais Sophia n'en laissa rien paraître. Elle resta calme, observant, notant et documentant discrètement les changements. La même entreprise qu'elle avait bâtie pierre par pierre dans l'ombre était maintenant présentée comme le triomphe d'un seul homme, son nom disparaissant peu à peu du générique. L'équipe interne a également changé. Les anciens employés embauchés par Sophia ont été remplacés par des profils plus brillants, triés sur le volet par Blessing. Le bureau bourdonnait désormais de slogans à la mode, de sens du spectacle et de coups de pub stylés. Lorsque Blessing a officiellement pris ses fonctions de responsable du développement de la marque, un poste dont elle n'avait jamais parlé avec Sophia, elle a souri lors de l'annonce, mais est rentrée chez elle le soir même, les doigts tremblants. Lors des réunions, Blessing mettait un point d'honneur à dominer la conversation, d'où la qualifiant même une fois d'épouse discrète de Daniel. Daniel ne disait rien. Sophia remarqua son désir grandissant d'être sous les feux de la rampe, ses changements de ton en présence des journalistes, son insistance lors des séances photos avec Blessing. Ces suggestions passèrent désormais au second plan, après la dernière tendance proposée par Blessing. Et, d'un seul coup, l'empire qu'elle avait bâti, de l'idée à l'impact, lui échappa tandis qu'elle observait, invisible aux yeux du monde qui acclamait désormais le nom de Daniel. Blessing Stark comprenait le pouvoir,
non pas celui inscrit dans les intitulés de poste ou les cartes de visite, mais celui qui s'infiltrait lentement dans les bureaux, contaminant les décisions avant même que quiconque ne réalise que le mal était là. Elle étudiait les faiblesses de Daniel comme un chasseur aguerri. Son besoin d'admiration, son impatience face au progrès lent et son faible pour la validation extérieure. Tandis que le public voyait une stratège en relations publiques élégante et intelligente, le bureau commençait à sentir son ombre s'étendre comme une brume froide. Elle commença par des changements subtils, adaptant les horaires de réunion à l'emploi du temps de Sophia, redirigeant les emails destinés aux opérations directement vers son bureau et s'immisçant dans des conversations où elle n'avait aucune compétence. Elle charma Daniel par des compliments stratégiques. « Tu es trop futé pour rester coincé avec des systèmes obsolètes », murmura-t-elle un jour. « Vous avez besoin de rapidité, d'innovation, de gens qui pensent comme vous. » Daniel, désormais ivre de louanges et de popularité, écoutait. Son sabotage était magistral, ni bruyant ni spectaculaire, mais précis et chirurgical. Le fournisseur de longue date que Sophia avait obtenu pour ses partenariats logistiques commença à recevoir de nouveaux contrats aux conditions ridicules, ce qui entraînait des retards de livraison. Le système comptable interne, autrefois géré avec rigueur, a commencé à révéler des dépenses inexpliquées, classées comme liées au développement de la marque. Des employés fidèles depuis des années ont commencé à démissionner discrètement, remplacés par des connaissances de Blessing, des stylistes, des photographes et des créateurs numériques plus talentueux que compétents. Elle leur a promis de la pertinence, positionnant l'entreprise davantage comme une marque lifestyle que comme une entreprise de logistique. Daniel, séduit par le nouvel attrait médiatique, applaudit chaque geste. Il ignora l'inquiétude grandissante de Sophia. « Les temps changent, ma belle », lui dit-il un soir. « Blessing sait ce que veut le marché actuel. Laissez-la gérer les choses. » En privé, Blessing était impitoyable. Elle tenait souvent des réunions secrètes sans en rédiger de compte rendu, convainquant Daniel qu'une structure trop stricte limitait sa vision. Un jour, elle intercepta une plainte d'un client concernant des livraisons manquées et supprima l'email avant que Daniel ne puisse le consulter. Lorsque Sophia releva le problème, Blessing laissa subtilement entendre que Sophia était trop autoritaire et dépassée par rapport à la nouvelle orientation de la marque. « Elle pense toujours comme une banquière », dit-elle à Daniel avec un léger rire. « C'est un mouvement maintenant, pas seulement une affaire. » Petit à petit, Daniel commença à considérer Sophia comme un bruit de fond, toujours présent mais jamais critique. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Blessing ne le construisait pas, mais brisait les fondations mêmes sur lesquelles il reposait. Et Sophia, observant tout cela, ne dit rien. Pas encore. Sophia n'avait jamais cessé d'examiner les comptes, même après avoir été discrètement mise à l'écart des affaires courantes de l'entreprise. Ce n'était pas une simple habitude, c'était un instinct. Un soir, après avoir reçu un message énigmatique de Dozy, la secrétaire de longue date de Daniel, faisant allusion à des irrégularités, Sophia décida d'accéder elle-même au rapport financier. Bien que la plupart des systèmes aient été redirigés vers l'architecture numérique de Blessing, Sophia disposait toujours de privilèges d'administrateur. Vestige des débuts de DV Clinton Holdings Ltd., elle se connecta et resta assise en silence pendant près de 3 heures, parcourant du doigt des incohérences qu'elle ne pouvait ignorer. Des factures fournisseurs dupliquées sous différents titres, des dépenses promotionnelles absurdes versées sur des comptes fictifs et des retraits étiquetés comme des honoraires confidentiels sans contrat. Certains documents portaient le nom de Blessing, d'autres étaient déguisés. Mais la piste était claire. Quelqu'un détournait de l'argent sous le nez de Daniel. Soit il l'ignorait, soit il s'en fichait. Elle imprima tout, organisa soigneusement le tout et attendit le retour de Daniel d'un brunch de réseautage à l'Équi. Ce soir-là, alors qu'il entrait chez eux, les vêtements encore parfumés d'eau de Cologne et de champagne, Sophia le salua doucement et posa le dossier sur la table à manger. « Il faut qu'on parle » dit-elle. Mais Daniel jeta à peine un coup d'œil au papier. « Sophia, s'il te plaît. Pas ce soir. J'ai eu une longue journée. » Lorsqu'elle a insisté et dévoilé les fonds manquants, il a ri d'un air détaché. « Tu en fais trop » a-t-il dit. Blessing l'a expliqué. Ce sont des réinvestissements stratégiques. Vous ne comprenez pas le rythme d'évolution des marques modernes. Elle le fixa, stupéfaite. Stratégique? Daniel, quelqu'un est en train de voler. Ce ne sont pas des documents stratégiques. Ce sont des mensonges. Mais il soupira, se frotta les tempes et murmura. Pourquoi dois-tu toujours me compliquer la vie? Les jours suivants, le ton de Daniel devint plus froid.
Il commença à la traiter de paranoïaque, remettant en question son obsession du contrôle. Il l'accusait d'être jalouse de la créativité de Blessing et rejetait souvent ses idées avec sarcasme. « Tout ne doit pas forcément passer par les manuels de votre métier », raillatait-il un soir. « Laissons les vrais joueurs jouer. » Même à la maison, ses paroles étaient plus piquantes que le silence. Il partait tôt, rentrait tard, sentant parfois un léger parfum qui n'était pas le sien. Sophia regardait l'homme qu'elle avait construit de toutes pièces se défaire sous ses yeux. Mais plutôt que d'affronter ou de riposter, elle se retira discrètement, documentant tout. Si Daniel voulait jouer avec les esprits, elle n'avait aucune intention de discuter. Au lieu de cela, elle ferait ce qu'elle faisait toujours de mieux, attendre en silence le moment opportun pour frapper. C'était un jeudi après-midi. Sophia s'était rendue dans une librairie tranquille d'Acacia pour acheter un ensemble de livres de motivation pour un séminaire qu'elle avait promis d'organiser à Jos. Elle avait soigneusement sélectionné les titres, écrits par des femmes qui avaient bâti des empires de toutes pièces. Lorsque le caissier a enregistré le montant total, Sophia a pris sa carte habituelle, directement liée au compte exécutif de Daniel. La carte a émis un bip rouge. « Refusé », a poliment répondu le caissier. Sophia fronça légèrement les sourcils et tendit une seconde carte, sa carte de secours, liée à un compte joint. La transaction échoua à nouveau. Avec un sourire serein qui ne contrastait pas avec la soudaine oppression qu'elle ressentait, elle demanda au caissier de lui remettre les livres. En sortant, elle appela son banquier. Quelques minutes plus tard, la réponse lui fut glaciale. Toutes les cartes liées avaient été bloquées sur l'ordre de Daniel. Il n'y eut aucune alerte, aucun avertissement. Juste le silence. Sophia raccrocha, rangea son téléphone dans son sac et s'éloigna avec la même grâce que si de rien n'était. Ce soir-là, Daniel rentra chez lui exceptionnellement tôt. Il était allongé sur le canapé, parcourant les informations de son téléphone avec un sourire satisfait. Quand Sophia entra, il ne leva pas les yeux. « Tu as reçu tes livres » demanda-t-il sans réel intérêt. Elle marqua une pause, l'air indéchiffrable. « La carte ne fonctionnait pas » dit-elle calmement. Daniel haussa les épaules et la regarda enfin. « Oui, il fallait que je règle quelques dépenses. Les choses étaient compliquées ces derniers temps. » Sophia ne répondait pas. Il attendait, s'attendant à ce qu'elle proteste, qu'elle hausse le ton, qu'elle exige des explications, qu'elle l'accuse d'humiliation. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête et passa devant lui. Sans poser de questions, sans se plaindre. Aucune émotion. Le silence le déstabilisait plus que la colère ne l'aurait fait. « Tu sais, dit-il pour provoquer une réaction, c'est bon de se rappeler à qui appartient le portefeuille, parfois. L'humilité n'est pas une mauvaise chose. » Mais Sophia ne s'arrêta pas. Elle entra dans la chambre, ferma la porte et la verrouilla derrière elle. Pour Daniel, c'était un jeu, une manœuvre calculée pour rappeler à Sophia qui commandait, pour la faire perdre son sang-froid. Il s'attendait à ce qu'elle vienne le voir le lendemain matin en larmes ou en l'accusant, ou peut-être en s'excusant timidement pour avoir outrepassé les limites et les intérêts de l'entreprise. Il avait même préparé un discours sur la soumission et la loyauté. Mais les jours passèrent, et Sophia ne dit rien. Elle reprit son emploi du temps, paya ses courses avec ses économies, retirait de l'argent à des heures indues et ne lui demanda jamais rien. Sa dignité resta intacte. Daniel commença à s'impatienter. Son plan avait échoué. Au lieu de ramper, elle se redressa. Et même s'il ne le savait pas encore, la résolution silencieuse dans ses yeux n'était pas du silence, c'était une stratégie. Et cela avait déjà commencé. Le gala d'excellence commerciale de Lagos était un événement prestigieux. Lustre doré, tapis de velours, un tapis rouge scintillant de personnalités politiques, de téléphones portables et d'élites médiatiques. Ce fut le moment le plus marquant de la carrière de Daniel Vincent. DV Clinton Holdings venait d'être nominé pour le prix de la marque innovante de l'année, et l'atmosphère autour de lui vibrait d'éloges et d'envie. Les flashs des appareils photo ont brillé lorsqu'il est arrivé dans un élégant costume noir, bras dessus bras dessous avec Blessing Stark, qui portait une robe bordeaux à couper le souffle qui moulait parfaitement sa silhouette. Ce que personne ne savait, ni les journalistes, ni les invités, ni même Blessing elle-même, c'est que la robe avait été conçue par Sophia des mois auparavant pour un lancement exclusif qui n'a jamais eu lieu. Daniel avait vu le croquis, pris une photo discrètement et l'avait transmise au styliste de Blessing avec un clin d'œil et sans mentionner le nom de la marque. Sophia était arrivée seule et volontairement en retard. Elle portait une robe émeraude douce, sobre mais élégante,
les cheveux tirés en arrière en un chignon bas. Si la plupart des regards se tournaient vers les étoiles scintillantes, quelques-uns se tournèrent avec admiration à son passage. Elle remarqua immédiatement la robe, le même motif de couture qu'elle avait testé sur son propre mannequin, la courbe du décolleté qu'elle avait modifiée après 3 essais. Blessing la portait comme une armure, riant, murmurant à l'oreille de Daniel. Sophia eni branca pas. Elle s'assit, croisa les jambes et garda le regard fixé devant elle. Mais Daniel ne se satisfaisait pas de son silence. Il voulait la soumission, et ce soir, il la voulait publiquement. Lorsque le prix fut annoncé et que DV Clinton Holdings fut appelé sur scène, Daniel se pavana tel un roi. Prenant le micro, il a remercié les investisseurs et son équipe de branding, puis s'est finalement tourné vers Sophia, assise au fond de la salle. Et à ma femme, il a dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « Merci de votre soutien, à votre manière discrète. Même si vous ne comprenez pas toujours la nouvelle direction que nous prenons, votre patience nous a fait grandir. » Des rires fusèrent dans la foule, incertaine et gênée. Certains se retournèrent pour voir la réaction de Sophia. Elle ne dit rien. Daniel poursuivit. Tout le monde n'est pas fait pour être sous les projecteurs, et ce n'est pas grave. Certaines personnes brillent mieux en silence. Blessing sourit à côté de lui et applaudit doucement. Sophia se leva lentement de son siège, prit son petit sac à main et sortit de la salle, imperturbable, majestueuse. Les caméras ne la suivirent pas. Les applaudissements s'éteignirent derrière elle. Mais Daniel la regarda partir, s'attendant à une scène, une confrontation, quelque chose. Ce qu'il reçut fut pire, l'indifférence. Cette fuite le hantrait plus que n'importe quelle gifle. Car à cet instant, Sophia n'était pas vaincue. Elle était simplement épuisée. À l'aube du lendemain, Sophia Clinton avait disparu. Pas d'au revoir, pas de mots, pas de questions. Son côté du placard était vide, ses clés soigneusement posées sur la console de l'entrée, et son alliance posée sur le comptoir de la salle de bain de Daniel, silencieusement perché à côté de son flacon d'eau de Cologne, tel un verdict. Daniel se réveilla groggy, s'attendant à une dispute, peut-être à une crise de nerfs. Il n'a reçu qu'un silence trop long pour être ignoré. Il l'a appelé. 1 fois, 2 fois, puis 5 fois. Pas de réponse. Sa ligne personnelle a été coupée le soir. Il a envoyé un SMS. Aucune réponse. Même Adora, son ancienne colocataire, ne répondit pas. Au début, Daniel haussa les épaules, se disant qu'elle dramatisait et qu'elle reviendrait en rampant quand la réalité de l'isolement la frapperait. Mais tandis qu'il baignait dans son ego, Sophia avait déjà 3 longueurs d'avance, exécutant un plan qu'elle avait commencé à esquisser discrètement dès qu'il avait bloqué ses cartes de crédit. Sophia s'est envolée pour Joss First, chez son père, où le sanctuaire paisible de son enfance est devenu sa cellule de crise. Là, avec la bénédiction de son père et la coordination discrète d'Adora, elle a réactivé la structure juridique de DV Clinton Holdings Limited, celle qu'elle avait déposée et financée au nom de Daniel, mais dont elle n'avait jamais complètement renoncé. Son conseiller juridique, Ede Zabako, s'est associé à Maître Zakora Hamadi, un avocat d'affaires de confiance qui avait autrefois encadré Sophia à ses débuts dans la banque. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des documents, des certificats d'enregistrement, la structure initiale de l'actionnariat, des registres de propriété intellectuelle, des marques déposées, tous portant le nom de Sophia, fondatrice et actionnaire majoritaire. Des lettres discrètes furent envoyées aux actionnaires minoritaires, dont beaucoup ignoraient la propriété tacite de Sophia. Grâce à des offres discrètes, calculées, elle acquit davantage d'actions, renforçant ainsi son emprise. Pas de presse, pas de réseaux sociaux, pas de bruit. Lorsque Daniel constata que les signatures bancaires de Sophia avaient été légalement rétablies, les secousses commencèrent. Les courriels qui lui étaient destinés commencèrent à être réacheminés. Le service financier signala des incohérences, et plusieurs membres du conseil d'administration reçurent des appels d'un mystérieux auditeur interne nommé Clinton S. Lorsque Daniel confronta le responsable comptable, celui-ci lui répondit, poliment mais fermement, qu'une enquête était en cours sur ordre d'un cofondateur. Cofondatrice? Daniel s'était moqué. Quelle cofondatrice? Le comptable avait simplement répondu, Madame Sophia Clinton. C'était la première fois depuis des années que Daniel entendait son nom prononcé avec autorité, sans la douceur ou le mépris habituel. Il rit nerveusement, pensant que c'était une erreur. Mais ce soir-là, lorsqu'il tenta d'annuler les modifications de paie et qu'on lui refusa l'accès, son rire s'éteignit dans sa gorge.
Les ombres qu'il avait ignorées commençaient à bouger, et elles portaient sa signature. La réunion trimestrielle du conseil d'administration de DV Clinton Holdings avait commencé comme toutes les autres, avec la climatisation ronronnante, des chaussures cirées claquant sur le sol en marbre et un parfum de viennoiserie fraîche flottant dans les verres d'eau en cristal. La salle de réunion, perchée au sommet du siège social de l'entreprise sur l'île Victoria, reflétait le goût de Daniel Vincent pour la grandeur. Des portraits de ses apparitions médiatiques bordaient le couloir, et une plaque dorée à son nom était accrochée derrière le siège du président. Aujourd'hui, il était assis avec assurance en bout de table, entouré de Blessing d'un côté et de son conseiller juridique, Tim de Wallaby, de l'autre. L'ordre du jour était routinier, du moins c'est ce que pensait Daniel. Examen financier. Expansion de marque. Partenariat à venir. Mais alors que la réunion s'apprêtait à commencer, les portes en acajou s'ouvrirent avec une force silencieuse. Sophia Clinton entra, vêtue d'un tailleur noir impeccable et de talons bas, un classeur en cuir à la main, et une autorité discrète la parcourait comme un parfum. Toutes les têtes se tournèrent. Daniel S. Figia. Elle ne le regarda pas. Au lieu de cela, elle s'approcha de la table, déposa ses documents devant le secrétaire de la société et déclara avec calme et clarté. Avant la tenue de cette réunion, nous devons nous pencher sur un changement de direction. Des murmures s'élevèrent autour de la table. Daniel S. Level Entertainment. La voix tremblet. Sophia, que fais-tu ici? Elle se tourna finalement vers lui, le regard perçant mais impassible. Satisfaisant à mes droits, elle répondit. Elle a tapoté le dossier une fois. DV Clinton Holdings était enregistré sous ma propriété financière et juridique. Avec ses acquisitions mises à jour, elle a fait signe à plusieurs actionnaires de signer leur consentement. Je contrôle actuellement 60% de cette entreprise. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tim cligna des yeux, un certain cil bluffait. L'un des membres du conseil d'administration, un actionnaire discret mais influent du nom de M. AGI, s'est penché en avant et a dit « Madame Clinton, si c'est vrai, vous détenez désormais la majorité du contrôle. » Sophia a hoché la tête. « Exact. En tant qu'actionnaire majoritaire, ma première motion aujourd'hui vise à licencier M. Daniel Vincent de son poste de directeur général et de président du conseil d'administration. » La salle s'est effondrée. Des acclamations ont jailli de ses lèvres. « Tu ne peux pas faire ça » cria-t-elle. Sophia n'y la regarda pas. Elle resta concentrée sur le tableau, tandis que les documents juridiques circulaient. Le secrétaire de la société, visiblement secoué, les examina rapidement avant de prendre la parole. « Les documents. Ils sont valables. » Le visage de Daniel se vida de ses couleurs. Il se tourna vers Sophia, mais elle ne broncha pas. « Tu as bâti cette entreprise sur mon dos, » dit-elle doucement, « mais maintenant je te la prends. » Puis elle s'assit calmement, tandis que la sécurité entrait dans la pièce. Daniel, trop abasourdi pour résister, fut escorté hors de l'entreprise qu'il considérait autrefois comme son empire. Le lendemain matin, après son renvoi brutal de DV Clinton Holdings, il se réveilla dans son service après-vente, l'air désorienté, échevelé et humilié. L'information avait déjà fuité. Les blogs économiques titraient « Un PDG évincé par sa femme lors d'un rachat choquant. Et derrière chaque empire, il y a une femme, parfois même la propriétaire. » Daniel a tenté de contacter la presse pour contenir l'affaire, mais la plupart de ses anciens contacts médiatiques ne répondaient plus à ses appels. Au cœur du cyclone, Daniel se tourna vers la seule personne qui, selon lui, le soutenait en parc. Elle était restée silencieuse après le chaos du conseil d'administration, mais il supposa que c'était sous le choc. Il lui envoya un message « Il faut qu'on parle. Retrouve-moi à l'appartement. S'il te plaît. » Pas de réponse. Pas même une coche bleue. Quand il rentra plus tard ce soir-là, l'appartement était trop calme. Ses chaussures avaient disparu. Le plateau de maquillage, près de la commode, vide. Son foulard en soie préféré, habituellement accroché près du miroir, avait disparu. La poitrine serrée, Daniel se précipita vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable et se connecta à son tableau de bord bancaire. Il lui a fallu moins d'une minute pour reprendre son souffle. Son compte personnel principal avait été vidé, soit 18,6 millions de dollars. 7,5 millions supplémentaires d'investissements cryptographiques offshore avaient été liquidés sans sa permission. Un appel affolé à sa banquière privée confirma le pire. Les virements avaient été effectués grâce aux jetons d'approbation de Daniel,
auquel Blessing avait accès pour les transactions d'urgence. Elle avait vidé ses économies en 24 heures et avait disparu sans laisser de traces. Daniel s'effondra sur la chaise, tremblant. Il appela son téléphone, l'éteignit. Il appela son assistante, prétendant qu'elle avait démissionné le matin même. Lorsqu'il a contacté l'agence de branding qu'elle dirigeait, on lui a annoncé que Blessing avait résilié son contrat par email et vidé son bureau. Son appartement à Lekki Phase 1, vacant. Ses lieux de prédilection, aucun membre du personnel ne l'avait vu depuis des jours. Le coup de grâce est venu lorsqu'Emeka, l'ancien ami et chauffeur de Daniel, lui a envoyé un message contenant une photo de l'aéroport. C'était une image floue, mais reconnaissable entre mille. Blessing, lunettes de soleil et chapeau à large bord, poussant une valise Louis Vuitton vers le terminal des départs internationaux. La légende disait « Devinez qui vient de quitter le pays sur un vol 845 pour le Cap ». Daniel fixait l'écran, hébété. En seulement 2 jours, il avait perdu son entreprise, sa femme, et maintenant, tout ce qui était liquide en son nom. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester assis dans les ruines, trahi par celle-là même qu'il avait choisie plutôt que celle qu'il avait construite. Sophia descendit du bus et joua, non pas comme une femme vaincue par la trahison, mais comme une force revenant à ses origines avec un pouvoir nouveau. La ville avait peu changé. Même route en terre rouge, même odeur de maïs grillé près des ronds-points, et même air calme qui s'accrochait au petit matin comme un châle familier. Son père, le pasteur Jeremiah Clinton, l'attendait devant le modeste bungalow où elle avait grandi. Il ne posa aucune question en la voyant, se contentant de lui tenir la main et de lui dire « Bienvenue à la maison, ma fille ». Cette nuit-là, tandis que la ville dormait et que son père priait tranquillement dans sa chambre, Sophia était assise à la table à manger, un stylo, un bloc-notes et son ordinateur portable. L'idée, qui n'était qu'une lueur dans son esprit, brûlait désormais avec intensité. Une entreprise qui ne se contenterait pas de générer des profits, mais qui donnerait de l'autonomie. Elle l'appelait son entreprise d'origine, un pôle de mode, de couture et de conseils dédiés à la formation, au financement et à l'emploi des femmes défavorisées du nord du Nigeria. Dès la 2e semaine, elle avait loué un ancien bâtiment scolaire avec 6 chambres vacantes et les avait transformées en bureaux, salles de formation et mini-studios de production. La nouvelle s'est rapidement répandue dans l'église et la communauté locale. La fille du pasteur Clinton était revenue avec une opportunité à saisir. Veuves, mères adolescentes, femmes déplacées par des crises, des dizaines de personnes ont commencé à postuler. Sophia ne voulait pas distribuer de cadeaux. Elle souhaitait créer un cycle de valeurs. Son programme enseignait le design, le branding, la finance et le marketing numérique. La première ligne de produits, conçue par les stagiaires, s'appelait Ashis Amber, symbole de transformation. Chaque pièce portait une étiquette intérieure portant le nom de la créatrice. Sophia, désormais au premier plan, ne se cachant plus derrière un homme, affichait fièrement des visages derrière chaque produit vendu. En 3 mois, son entreprise a obtenu une subvention d'une ONG locale et s'est associée à une plateforme mondiale de commerce électronique pour expédier ses pièces faites main au Royaume-Uni et au Canada. Les médias, autrefois focalisés sur Daniel, ont commencé à publier des articles sur ce bâtisseur silencieux qui s'est relevé de la trahison. Sophia n'a pas accordé d'interview. Elle préférait que son travail parle plus fort que les mots. Sa photo n'apparaissait jamais sur la page d'accueil de la marque, seulement les visages des femmes qu'elle formait. Elle a reconstruit un empire, mais cette fois à bras ouverts, sans plan caché. Et tandis qu'elle traversait le studio chaque matin, entendant le bourdonnement des machines, le bavardage des femmes autrefois réduites au silence par la pauvreté, elle savait qu'elle avait accompli quelque chose que Daniel ne pourrait jamais revendiquer. Elle n'avait pas seulement créé une marque, elle avait ravivé l'espoir. Le jour où Daniel Vincent a perdu sa maison, il n'y avait pas eu de caméra, pas de gros titres alarmistes, pas de chute dramatique. Un silence s'installa, et un document judiciaire plié glissa sous sa porte d'entrée. La demeure d'Ikwa, qu'il avait arborée pendant des années comme un symbole de pouvoir et de réussite, ne lui appartenait pas entièrement. À l'insu de tous, la propriété avait été garantie par un important prêt bancaire privé qu'il ne remboursait pas depuis des mois. La banque avait accordé une grâce en raison de son image publique, espérant qu'il se remettrait des turbulences de l'entreprise. Mais lorsque la nouvelle du rachat légal de Sophia est parvenue aux institutions financières, la confiance en Daniel s'est effondrée. Elles ont alors déclenché la procédure de saisie. Les dettes impayées étaient considérables.
Plus de 250 millions de dollars de prêts, de dépenses garanties par des crédits et d'achats de luxe financés par un prestige emprunté. Par un mardi matin humide, des officiers en uniforme et des fonctionnaires du domaine se présentèrent à la porte. Daniel, toujours en caleçon, fut réveillé par un coup violent et la voix chuchotée d'un voisin. « Oh gars, là, déhant !» Il trébucha jusqu'à la fenêtre et vit le camion de déménagement, le sceau officiel, l'efficacité silencieuse d'un système qui avait fini par perdre patience. Il descendit précipitamment l'escalier, pieds nus, agitant les bras. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison. » Mais l'officier lui a remis le document, signé, scellé et inviolable. La propriété est saisie en raison de multiples dettes impayées et de défauts de paiement. C'était fini. En moins de 4 heures, tous les meubles ont été emportés, certains étiquetés pour être vendus aux enchères, d'autres abandonnés dans l'allée sous une bâche qui fuit. Ses vêtements, ses chaussures, ses documents, tout fut entassé dans des cartons sans cérémonie. Au coucher du soleil, les portes étaient fermées et scellées, et Daniel se tenait sur le trottoir avec 2 valises, son téléphone et un ordinateur portable qui ne parvenait plus à se connecter au réseau de l'entreprise. Les voitures passaient, lentement d'abord, puis rapidement, comme honteuses de voir ce qu'était devenu le PDG autrefois célébré. Il n'y avait ni presse, ni famille pour le défendre. Même sa mère était restée silencieuse après que la nouvelle de sa disgrâce publique eût atteint son groupe paroissial. Cette nuit-là, Daniel errait sans savoir où aller. Les hôtels exigeaient des cartes qu'il ne pouvait plus utiliser. Ses amis ne répondaient plus à ses messages. Il a fini par dormir à l'arrière d'une ancienne voiture de fonction, garée dans un coin sombre d'une station-service à Yaba. Non pas parce qu'il était tombé, mais parce que ses dettes avaient enfin été payées et l'avaient laissé sans rien. C'était un jeudi après-midi humide que Daniel se retrouva devant une banque commerciale de Marina, serrant contre lui un dossier déchiré rempli de demandes de prêts refusés et d'avis d'impayés. La sueur perlait le col de sa chemise tandis qu'il se déplaçait, mal à l'aise, au milieu de la foule de clients et d'agents de sécurité. Il avait attendu près d'1 heure, non pas pour entrer dans la banque, mais pour un instant, n'importe quand, apercevoir Sophia. Il avait appris par un ancien employé que son entreprise Route Enterprise, désormais une marque reconnue dirigée par des femmes, venait d'ouvrir un compte de partenariat auprès de la même banque. Et Sophia, disait-on, lui rendait visite de temps en temps pour finaliser les formalités administratives. C'était sa seule chance, son dernier espoir. Lorsque Sophia arriva enfin, elle sortit d'un SUV noir aux vitres teintées, vêtue d'une robe bleu clair et portant une serviette en cuir. Son escorte de sécurité la suivait à quelques mètres, lui gardant une distance respectueuse. Elle marchait avec le calme et la sérénité d'une femme qui n'avait plus rien à prouver. Daniel la remarqua instantanément. L'espace d'un instant, il se figea, hanté par le souvenir obsédant de celle qu'elle était, la femme qui lui préparait ses repas, qui veillait à réécrire ses propositions, qui croyait en lui avant même que le monde ne le fasse. Il se précipita, la voix brisée. « Sophia !» Les têtes se tournèrent. Elle s'arrêta lentement. Il trébucha en l'atteignant, ses mots se bousculant. « S'il te plaît, Sophia. Désolé. J'ai fait une erreur. J'ai tout perdu. Heureusement qu'elle est partie. Ils ont pris la maison. L'entreprise. Il ne me reste plus rien. Plus rien. » Elle resta immobile, le visage indéchiffrable. Les gens autour d'eux commencèrent à les reconnaître. Quelques-uns chuchotèrent. Un agent de sécurité s'approcha, hésitant à intervenir. Daniel tomba à genoux sur le trottoir, les bras tendus. « Aide-moi, Sophia. Aide-moi à me relever. S'il te plaît. » Elle le regarda pendant une longue et pénible seconde. Son regard ne trahissait ni colère ni pitié, seulement le poids silencieux de quelque chose qui était mort depuis longtemps. Sans un mot, elle se retourna et passa devant lui, franchissant les portes vitrées de la banque. Le seul bruit qui suivit fut le bourdonnement du détecteur automatique se refermant derrière elle, et les sanglots de Daniel, engloutis par le bruit de la rue. La vidéo durait à peine 30 secondes, mais elle se répandit comme une traînée de poudre. Une vendeuse de rue de Yaba avait filmé la scène avec son téléphone au petit matin, amusée par la vue d'un homme recroquevillé, mal à l'aise, sur la banquette arrière d'une voiture noire poussiéreuse garée à côté de son étal. La chemise de l'homme était froissée, ses cheveux en bataille, son visage à moitié caché par un parasol plié dont la pince avait disparu depuis longtemps. Au début, elle ne le reconnut pas. Mais alors qu'il se retournait et que le lampadaire révélait brièvement son profil, sa voix,
sur l'enregistrement, Alta. Ah, n'est-ce pas Daniel Vincent? Ce PDG de la logistique, cette femme de bien, tu lui dois bien ça. ACM comme ça? Elle rit, zoomant sur lui tandis qu'il s'éveillait, les yeux bouffis et perdus, avant de retomber dans la position affalée de quelqu'un qui n'a nulle part où aller. À midi, la vidéo était publiée sur TikTok avec la légende « Décroît à la banquette arrière », la chute de Daniel Vincent. En quelques heures, elle a été repartagée sur Instagram, les groupes WhatsApp et Twitter. Des hashtags comme « milliardaire à la banquette arrière » et « PDG sans entreprise » ont commencé à faire fureur. Certains commentateurs se moquaient cruellement de lui. Celui-ci s'est servi de Sophia pour construire une maison, et maintenant il est sans abri. D'autres ont créé des mèmes, le photographiant à côté de garagistes ou insérant des légendes comme « quand on triche en logistique et qu'on perd le GPS de sa vie ». Son nom, autrefois associé à l'ambition et à l'innovation, était désormais synonyme de trahison et d'effondrement. Même des humoristes célèbres ont repris la vidéo et l'ont utilisée dans des sketchs diffusés aux heures de grande écoute. L'humiliation était totale, non seulement parce qu'il était tombé, mais parce que la nation entière le regardait. Daniel a d'abord essayé de l'ignorer, mais alors qu'il errait dans les cybercafés à la recherche d'offres d'emploi, le personnel chuchotait derrière lui. « Naïm » a demandé un jour un garçon en le pointant du doigt. Daniel est parti, honteux. Il avait autrefois animé des masterclass sur le branding, donné des interviews sur la résilience et le leadership en entreprise, et parlé avec assurance de la création d'un héritage. Désormais, il évitait les miroirs. La voiture, autrefois une luxueuse voiture de location appartenant à DV Clinton Holdings, était devenue sa chambre, son abri, sa cage. La nourriture provenait de marchands ambulants bienveillants. Le bain se faisait avec des sachets d'eau dans des recoins isolés de la station-service. Pourtant, même au plus profond de lui-même, il s'accrochait à un dernier espoir. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, Sophia pourrait-elle lui pardonner. Mais le monde avait évolué. Et désormais, Daniel Vincent n'était plus seulement un homme qui avait tout perdu. C'était un mème qu'Internet n'oublierait jamais. La demeure de Girard Road, autrefois fierté et symbole de l'arrivée de Daniel Vincent, est restée à l'abandon pendant des mois après la saisie. Les mauvaises herbes ont envahi les dalles de l'allée, la poussière s'est déposée sur les hautes vitres, et le domaine autrefois animé résonnait de vide. Les acheteurs allaient et venaient, certains effrayés par l'histoire de la propriété, d'autres rebutés par son lourd endettement. Mais un matin, un SUV impeccable s'est arrêté discrètement. Une femme en est sortie, escarpin à talons aiguilles, le menton levé, le visage serein. Son nom ne figurait pas encore sur l'acte de vente, mais dans moins de 48 heures, il le serait. Sophia Clinton, sous le nom de sa nouvelle société enregistrée, Clinton Collective Limited, paya l'intégralité du prix d'achat en un seul virement et signa les papiers sans sourciller. Le manoir n'appartenait plus à Daniel. Elle remplissait désormais une nouvelle fonction. Le siège de la marque de luxe féminine à la croissance la plus rapide du Nigeria. Sophia s'était transformée. Son entreprise d'origine, quittant son humble complexe de Jos, s'était transformée en une entreprise multisectorielle avec des filiales dans le design, la couture et la vente au détail haut de gamme. La demeure, autrefois symbole de l'ego de Daniel, affichait désormais une enseigne aux lettres dorées épurées, Clinton Couture House. Le hall d'entrée, où Daniel organisait autrefois des soirées privées avec des célébrités, a été transformé en galerie d'exposition présentant des pièces réalisées par des femmes issues de communautés défavorisées. La chambre principale est devenue le salon du directeur artistique. Le sous-sol a été transformé en studio d'enregistrement où l'équipe de Sophia a produit des documentaires de marque et des campagnes de mode. Un mois après son lancement, Clinton Couture s'est imposé sur les réseaux sociaux pour son élégance, son authenticité et l'histoire captivante de sa fondatrice, une femme qui a su transformer sa souffrance en profit et son silence en stratégie. La clientèle était composée de diplomates d'Abuja et de stars de Nollywood, toutes désireuses de porter des pièces symbolisant le pouvoir, l'élégance et la survie. Sophia n'a jamais fait de déclaration publique sur son passé. Elle n'en avait pas besoin. La maison parlait d'elle-même. Son empire dépassait désormais la mode. Il était synonyme d'émancipation, de clarté et de seconde chance. Les magazines sollicitaient des interviews. Les ambassadeurs de la marque réclamaient des partenariats. Mais Sophia choisissait ses projets avec soin,
sélectionnant des histoires en accord avec ses valeurs. Elle encadrait des jeunes filles, offrait des bourses et créait une fondation au nom de sa défunte mère. Pendant ce temps, son équipe célébrait chaque nouveau lancement dans l'espace même que Danielle avait autrefois utilisé pour la rabaisser. Et même si elle passait souvent par le grand escalier, Sophia ne regardait jamais en arrière. Car elle n'avait pas seulement racheté une maison, elle avait conquis son trône. Et cette fois, elle n'était plus la reine d'un royaume étranger. Elle était la souveraine de son propre royaume. Danielle se tenait devant les portes vitrées de la maison de couture Clinton, vêtue d'une chemise simple et d'un pantalon délavé, serrant contre lui une enveloppe en papier craft usé contenant les derniers vestiges de sa dignité, son CV, de vieux certificats et une note manuscrite. Pendant 2 heures, il resta dehors, à regarder les clients en voiture de luxe passer devant lui dans l'enceinte de son ancien domicile. La demeure était presque méconnaissable, désormais recouverte d'une décoration de bon goût, ses murs autrefois stériles étant désormais ornés de fresques peintes par les femmes que Sophia avait formées. L'agent de sécurité, incertain de la marche à suivre, finit par appeler la réception. Quelques instants plus tard, un assistant apparut et dit simplement « Madame, entrez ». Il entra lentement, les yeux écarquillés par un mélange d'admiration et de chagrin. Chaque pas dans le couloir marbré lui rappelait ce qu'il tenait autrefois pour acquis. Sophia était assise derrière un grand bureau dans ce qui était autrefois son bureau à domicile, aujourd'hui transformé en un centre de commandement minimaliste et ensoleillé. Elle ne se leva pas. Elle ne sourit pas. Elle le regarda simplement. Daniel de glutted difficilement Sagenuela. Sophia, j'ai tout perdu. Je ne mérite pas votre pitié. Mais si j'ai un rôle à jouer, quel qu'il soit, je peux y gagner une place, s'il vous plaît. Donnez-moi juste une chance de servir. Sa voix se brisait à chaque mot, ses mains tremblaient. Sophia rested silencieuse un long moment. Elle l'observa, non pas avec haine, mais avec la lucidité détachée de quelqu'un qui n'a plus besoin d'explication. Puis elle prit un dossier, griffonna quelque chose et le tendit à son assistante. « Prépare un contrat », dit-elle sèchement. Il commencera la semaine prochaine comme assistant administratif junior dans l'unité. Rapport quotidien à rendre avant 17 heures. Daniel leva les yeux, stupéfait. Il ne parla pas. Il hocha simplement la tête, lentement, humblement, les yeux humides. Lorsqu'on le laissa sortir, le personnel le regarda à peine. Il appartenait désormais au plus bas échelon de l'empire bâti par Sophia. L'homme qui avait autrefois bloqué sa carte s'était moqué d'elle en public et l'avait remplacée par un autre revenait maintenant, non pas au pouvoir, mais pour apprendre comment le pouvoir s'acquiert. Non pas par ego, mais par humilité. Le renversement était total. Le soleil se leva sur Joss avec une douceur qui correspondait à l'esprit de Sophia, calme, stable et plein de promesses. De retour chez son père, les enfants de la communauté voisine étaient déjà rassemblés sous le manguier, feuilletant les pages des livres offerts, tandis que les jeunes femmes de la nouvelle promotion de stagiaires enfilaient des aiguilles pour préparer leur dernière collection. Sophia, debout sur le balcon du nouveau centre de formation Heure-Route, les observait avec un sourire serein. Elle était revenue ici pour une courte retraite, non pas pour une retraite, mais pour un ressourcement. L'Empire Telagos fonctionnait, et son équipe dirigeante gérait les opérations avec précision. Elle n'avait plus besoin de contrôler chaque détail. Elle avait mis en place des systèmes, formé des dirigeants et enfin appris à faire confiance à la paix. À la maison de couture Clinton, le rythme s'était installé. Daniel arrivait chaque matin à 7h30 précise, en uniforme, un carnet à la main. Il prenait ses instructions, préparait le thé, gérait les dossiers et ne se plaignait jamais. Il parlait peu, gardait les yeux baissés et accomplissait son travail avec un remords silencieux. Personne ne le traitait avec cruauté. Sophia ne le permettait pas. Mais le respect se gagnait, et Daniel apprenait désormais ce que signifiait servir là où il régnait autrefois. Avec le temps, même les employés qui craignaient autrefois son arrogance commencèrent à lui faire un signe de tête en passant. Il ne demandait plus de sympathie. Il a demandé la possibilité de reconstruire, brique par brique, à l'ombre de la femme qu'il avait autrefois rejetée. Sophia, désormais célèbre sur tout le continent, a continué d'avancer avec une force tranquille. Elle a refusé les couvertures de magazines et les interviews internationales, préférant privilégier l'impact au bruit. Son empire de la mode finançait des bourses pour les jeunes filles. Son institut de formation formait des centaines d'artisans qualifiés. Et son histoire,
bien que célèbre, n'a jamais été dramatisée par elle. Elle existait simplement dans le murmure de chaque couture, l'audace de chaque point et la force de chaque femme qu'elle inspirait. La vie n'avait pas simplement bouclé la boucle. Elle avait recommencé, avec clarté, détermination et une grâce inachevée, indélébile et inviolable. Sophia Clinton ne recommençait pas tout de suite. Elle avait réécrit la fin, et en avait fait un début que personne ne pourrait plus lui enlever. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.